Elle est souvent surnommée la grand-mère de l'humanité. L'Australopithèque Lucie est la plus célèbre de nos ancêtres. Elle a vécu il y a plus de 3 millions d'années. Et ça fait 50 ans ce week-end que son fossile a été découvert. C'était le 24 novembre 1974 en Éthiopie. Une découverte qui a marqué l'histoire des sciences. On en parle ce soir avec vous, Amélie Vialet. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes paléo-anthropologue, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. Et nous sommes en direct d'Addis Abeba en Éthiopie avec Jean-Renaud Boisserie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Vous êtes paléontologue, directeur de recherche au CNRS. Alors Amélie Vialet, je me tourne d'abord vers vous. La découverte de Lucie, ça a été un moment de rupture dans l'histoire de notre humanité. On peut dire qu'il y a un avant et un après. Alors, il y a eu de belles découvertes qui ont précédé quand même celle de Lucie depuis le milieu du 19e siècle dans nos domaines. Un peu partout, en Asie, en Europe et puis en Afrique de l'Est, et notamment en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud, à partir de 1925 aussi, les découvertes sont assez nombreuses. Mais Lucie, ce qu'elle a vraiment eu de particulier, c'est le fait qu'elle présente une bonne partie de son squelette, 40% de son squelette qui est conservé, et qu'au moment de la découverte, on est en train de construire un peu toute la connaissance autour de ce site, autour de Hadar, donc en Afar. Et donc, on n'a pas tous les éléments, mais on sait qu'on est sur des terrains qui ont au moins 3 millions d'années. Et tout de suite, ce dont on se rend compte, et notamment parce qu'on avait précédemment trouvé un fossile qui l'attestait également, c'est que Lucie, c'est une bipède. Elle se déplace, comme vous et moi, sur ses deux pattes arrière. Voilà. Et à l'époque, la bipédie, dans l'esprit des scientifiques, c'est exclusivement humain. Or là, on voit bien que c'est pas strictement un humain. Peut-être on évoquera les autres caractéristiques de Lucie qui font d'elle une australopithèque, mais surtout on voit qu'on est à 3 millions d'années. Et donc tout ça combiné, ça a amené une bipédie très ancienne et qui n'était pas exclusivement humaine. Jean-Renaud Boisserie, comment expliquer que le squelette de Lucie ait été aussi bien conservé ? Il y a des raisons qui sont liées d'abord à la géologie de la région, qui fait qu'il y a beaucoup de fossiles qui sont découverts dans le rift. C'est un endroit qui est à la fois propice à l'accumulation de sédiments, puisqu'on a une vallée qui s'effondre progressivement. Et puis il y a beaucoup de volcanisme qui fait qu'il y a certains minéraux qui sont très favorables à la préservation de ces eaux, qui sont très présents dans ces sédiments. Et puis après, Lucie, elle est découverte sur un site, Hadar, qui est particulièrement riche et qui présente une très belle préservation des spécimens, même au sein par rapport à d'autres sites du rift. Donc, quelque part, Lucie est un individu qui est vraiment très bien préservé dans un site qui, d'une manière générale, conserve très bien les fossiles. Donc voilà, c'est un ensemble de circonstances, et puis il y a une part de hasard aussi, bien évidemment, qui favorise la préservation d'un tel fossile. Alors on va parler de Lucie, de ce qu'on sait, de son mode de vie, de ce qu'a été sa vie. Mais avant, je vous propose qu'on revienne justement sur sa découverte. C'était donc il y a 50 ans. C'est une expédition scientifique internationale qui a été menée par Maurice Tayeb, Donald Johansson et Yves Coppens, qui ont mis au jour ce squelette fossile. Raymond Bonnefille, que nous allons entendre, faisait partie de cette équipe. Elle a aujourd'hui 87 ans. Guillaume Gouet est allé la rencontrer au Musée de l'Homme à Paris. Écoutons son témoignage. La découverte de Lucie, c'est une découverte extrêmement rapide. C'est une découverte qui a étonné tout le monde. Alors nous étions un petit groupe à l'époque de 5 jeunes gens, donc 3 Français, dont le professeur Yves Coppens, et de 2 Américains. Sous l'initiative de Maurice Tayeb, nous avons créé une expédition pompeusement appelée Expédition internationale de l'Afar. Et il leur a montré le site d'Hadar, voilà, ce site fabuleux qu'il avait découvert dans la vallée de l'Awash. En 1973, à la fin de l'expédition, il a été trouvé un genou qui indiquait une station droite, bipède, un ancêtre bipède, et ceci à une période de temps qu'avec l'expérience dans la vallée de l'Omo et
la connaissance des animaux qui étaient associés, des fossiles d'animaux associés, on pouvait estimer à environ autour de 3 millions d'années, c'est-à-dire une période beaucoup plus ancienne que ce qui était connu jusqu'à présent. Et dès le début de l'expédition de 1974, en octobre, il y avait des mâchoires et des mandibules qui ont été trouvées par un Éthiopien du musée qui nous accompagnait. Et après quelques semaines, en fin d'expédition, c'est la découverte de Lucie, qui nous surprend tous, évidemment. Parce que si vous savez que les fouilles à Olduvai, il a fallu 20 ans avant de trouver un reste fossile, c'était assez extraordinaire, quoi. C'était une belle étoile, une chance, je ne sais pas. Cette découverte est une œuvre collective, en tout cas, elle est le résultat aussi de compétences complémentaires. Parce que les uns sans les autres, on n'aurait pas été là. Voilà. Il faut voir l'Éthiopie de l'époque. C'était aussi, on était en pleine révolution, après la famine. Une administration à Addis Abeba, et là c'était Yves Coppens qui avait obtenu l'autorisation, enfin le choléra dans les villages. Alors, je sais pas, on avait été volés, on n'avait plus, la première année, il nous restait le lit de camp et 4 casseroles. Je crois qu'on était un peu téméraires quand même. Oui, c'était rencontre en terre inconnue avant l'heure. Hein. Voilà, rencontre en terre inconnue avant l'heure. Alors, Amélie Vialet, Lucie, concrètement, elle est plus proche des singes ou elle est plus proche des humains? Vous disiez tout à l'heure qu'on partageait avec elle effectivement le fait d'être bipède, de marcher sur nos 2 pieds. Est-ce qu'elle est plus humaine ou plus singe? Alors finalement, nous sommes tous des singes, voilà, et on s'est tous différenciés. On a un ancêtre commun, nous, avec par exemple les gorilles et les chimpanzés, hein, qui remontent à sans doute quelque chose comme 10 millions d'années, voilà. Et les gorilles et chimpanzés ont eu vraiment une évolution très très différente de la nôtre, totalement adaptée en fait à leur mode de vie, y compris à leur mode de vie en société en fait. Hein. Et nous-mêmes, nous avons cette très longue histoire aussi d'évolution qui nous a fait diverger finalement de nos plus proches cousins. Donc c'est pas tout à fait en ces termes que je parlerai, mais c'est vrai que plus on a des fossiles anciens et plus on va se rapprocher en fait de cet ancêtre commun qui a vu la séparation en fait entre la lignée humaine et la lignée des grands singes. Donc Lucie, avec ses 3 petits millions d'années, 3 millions 2, hein, finalement à l'époque elle paraît très très ancienne. Aujourd'hui on a des fossiles autour de 7 millions d'années pour les plus anciens. Toumaï par exemple, Toumaï, exactement. Qui a été découvert au Tchad. Au Tchad, voilà. Alors en dehors en plus de cette zone justement qu'on évoque là depuis le début, qui est plutôt l'Afrique de l'Est. Ce qui veut dire d'ailleurs, avec la découverte de Toumaï, que le berceau de l'humanité n'est peut-être pas l'Éthiopie, comme on l'a longtemps dit, que ça peut être potentiellement le Tchad. Voilà, ça a remis un petit peu en cause cette question-là également. Oui, c'est vrai. Jean-Renaud Boisserie, je me tourne vers vous. Comment est-ce qu'on fait très concrètement pour établir le fait que Lucie a vécu il y a plus de 3 millions d'années? Comment est-ce qu'on calcule cela? Alors, il y a plusieurs méthodes qui se combinent pour faire ça. Tout d'abord, il y a des méthodes qui sont liées à la radiochronologie, c'est-à-dire des datations qui sont fondées sur les contenus des couches sédimentaires et particulièrement des cendres volcaniques qu'on a découvert sur le site de Hadar. Et c'est des contenus en isotopes radioactifs, sur le même principe que l'uranium ou que le carbone 14 qui est assez bien connu, mais qui ne s'applique pas à une période aussi ancienne que celle de Lucie, puisque la datation au carbone 14 c'est jusqu'à 50 000 ans à peu près. Et donc il y a des tufs qui ont été identifiés assez tôt dans les fouilles à Hadar et qui ont été datés assez rapidement. Et on sait qu'il y a un tuf qui est au-dessus du niveau où on trouve Lucie, qui est daté aux environs de 2 950 000 ans. Et puis, il y a aussi des éléments phoniques, c'est-à-dire, par exemple, ici, vous avez à l'écran un crâne d'hippopotame en train d'être dégagé, mais toute une faune très, très diversifiée qui a pu être comparée avec des faunes déjà connues ailleurs, par exemple dans la basse vallée de l'Omo. Et les stades d'évolution de ces animaux ont pu montrer que par rapport au site de la vallée de l'Omo, eh bien, Hadar faisait partie des niveaux les plus anciens, ressemblait aux niveaux les plus anciens pour sa faune. Donc ces deux éléments concordants démontraient très bien la grande ancienneté de Lucie à l'époque.
D'ailleurs, il y a une petite anecdote, si vous permettez, d'Yves Coppens, qui était à Paris à l'époque, qui avait justement mené cette expédition dans la vallée de l'Homo, dont parle Jean Renaud. Et en fait, Maurice Taïeb, le géologue qui fait sa thèse, donc plutôt, qui va arriver jusqu'au site d'Adar et le découvrir, finalement, et il fait sa thèse sur justement les dépôts sédimentaires qui sont en contact de ce volcanisme important en Afrique de l'Est. Eh bien, à Adar, il va trouver des fossiles. Et les premiers, ça va être des dents, justement, d'éléphants, des faces requis. Et en fait, il va aller trouver Yves Coppens. Et Yves Coppens raconte toujours que Taïeb le tirait par la manche, lui montrait sa dent d'éléphas et demandait à ce que Yves Coppens puisse l'identifier, parce qu'en identifiant l'espèce, on pouvait estimer en fait la période de temps, donc la grande ancienneté de ces niveaux, autour de 3 millions d'années, ce qui a ensuite été confirmé par les méthodes de datation dont parle Jean Renaud. Alors j'imagine que justement tous ces éléments que vous évoquez qui sont liés à l'environnement, que ce soit la faune, la flore, peuvent nous donner aussi des informations sur ce qu'a été la vie de Lucie. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'expliquer, de dire à quoi ressemblait le quotidien de Lucie? Qu'est-ce qu'elle mangeait? Comment est-ce qu'elle vivait? Alors oui, c'est vrai que l'environnement, déjà, Jean Renaud en parlera mieux que moi, c'est sa spécialité, mais c'est vrai que toute cette faune qui accompagne le squelette de Lucie nous indique bien les milieux de vie. Et justement, il peut y avoir des gros proboscidiens, des éléphants dont on vient de parler, donc qui vivent quand même dans des espaces un peu découverts et qui mangent des grandes graminées. Mais il y a aussi, par exemple, des crocodiles, beaucoup de différents crocodiliens. Donc il y a des espaces de lacs, de marécages. Et d'ailleurs, les crocodiles sont tenus pour responsables justement de la très grande accumulation de tous ces ossements, justement. Donc il y a toutes ces espèces. C'est-à-dire que les crocodiles auraient mangé beaucoup d'australopithèques. Alors non, ce sont ces proies que l'on retrouve, tous ces animaux. Pour la petite australopithèque Lucie, on n'est pas tout à fait capable de conclure, mais on n'a aucune trace de dents de crocodile sur les éléments de squelette qui nous sont parvenus. Donc probablement, ça n'a pas été ce qui a provoqué sa mort. Certains spécialistes disent qu'elle est morte en tombant d'un arbre. Alors, on va revenir là-dessus. En tout cas, et ça rejoint votre première question sur la conservation aussi, finalement, ce qu'on sait, c'est qu'elle a été enfouie assez rapidement, parce que c'est ça aussi qui a permis la bonne conservation de son squelette. Et pour la chute depuis un arbre, alors moi je suis pas trop d'accord avec cette proposition. Effectivement, il y a débat au sein de la communauté scientifique. Mais en fait, l'étude qui a été faite, c'est un peu une étude par un médecin légiste, comme s'il était sur une espèce de scène de crime et qu'il avait pu, par certains critères, déterminer la chute. Or, finalement, il y a beaucoup sur ces très vieux ossements des fractures qui sont des fractures d'enfouissement et qu'il ne faut pas confondre avec des fractures qui sont des fractures fraîches en fait sur un individu qui tombe. Donc moi je ne suis pas du tout persuadée de ça. Par contre, on peut retenir un peu le fait qu'elle grimpait aux arbres, parce que ça c'est une réalité. Ça, l'anatomie notamment de son membre supérieur le prouve totalement. Il y a une présence justement d'arbres, puisqu'on parlait des paléo-environnements dans ces régions, tout à fait. Donc ça c'est une des possibilités, mais la chute en l'occurrence me convainc pas tout à fait. Reste discutable. En tout cas, effectivement, c'est une information qui ne fait pas consensus au sein de la communauté scientifique. Jean Renaud Boissery, qu'est-ce qu'elle mangeait au quotidien, Lucie? On connaît son régime alimentaire? Oui, alors il y a des travaux qui ont été faits là-dessus. Et juste avant de répondre à cette question, je rajouterai sur la chute de l'arbre, on trouve des fractures assez similaires sur des spécimens de chevaux ou de cousins des chevaux ou de rhinocéros qui probablement ne montaient pas aux arbres. Donc l'explication ne tient pas super bien. Sur le régime alimentaire, il y a plusieurs études qui ont été faites basées sur l'usure des dents d'un côté et de l'autre basées sur le contenu chimique des dents et notamment de la partie la plus minéralisée qui est l'émail. Globalement, ce qu'il ressort de ces travaux, c'est que Lucie, alors d'une manière générale, Australopithecus afarensis, parce qu'il y a beaucoup d'autres spécimens qui ont été découverts à Adar et qui ont permis de multiplier ces résultats, montre qu'on avait là une espèce qui était plutôt orientée sur la consommation vraisemblablement de parties de graminées. Alors, les graminées, donc les herbes, tout n'est pas très facilement consommable par des humains, par des hominidés. Il faut se rappeler que ces australopithèques avaient des dents qui étaient très fortes, très, très costauds par rapport aux nôtres, avec un émail assez épais, et qu'ils ont peut-être donné naissance à des formes encore plus spécialisées dans cette voie-là.
Mais on peut également penser, par rapport à cette consommation de graminées, qu'il y a eu une certaine diversité alimentaire. On ne sait pas bien s'il y avait une part carnée dans leur régime alimentaire, c'est une chose qui est possible. Par contre, c'est un régime alimentaire qui ne ressemblait pas nécessairement à ce qu'on a chez les chimpanzés, où là on retrouve beaucoup de fruits. Amélie Vialet, est-ce qu'on a des informations sur ce qu'étaient les capacités intellectuelles de Lucie ? Alors, elle est dotée d'un petit cerveau, c'est-à-dire d'un petit volume endocranien. D'ailleurs, finalement, de son crâne, on a très peu de fragments. Mais comme l'a dit Jean Renaud, maintenant, il y a à peu près 600 restes qui ont été attribués à Australopithecus afarensis. Donc, c'est une espèce qu'on connaît bien, si ce n'est l'espèce qu'on connaît la mieux, en fait. Donc, on peut regarder d'autres individus, d'autres spécimens. Juste après la découverte de Lucie, il y a une localité, 333, qui a livré 17 individus, quand même. Donc, justement, des adultes et des individus adultes plus jeunes et des adolescents. Donc on a aussi un peu de notion sur les modalités de croissance. Voilà. Donc globalement, le volume endocranien, le volume du cerveau, il est faible. Il est l'équivalent justement des chimpanzés actuels. En revanche, puisque justement Lucie est bipède, en fait, elle a une forme de bassin qui est également de cet os, de tout ce complexe osseux, qui est également proche d'une autre. Ça veut dire vraiment une forme de corbeille et une espèce de tube de canal pelvien dans lequel le nouveau-né va s'engager. Donc elle a sans doute un mode d'accouchement qui est aussi proche d'une autre. Et du coup, les calculs et les réflexions amènent à penser que finalement, elle a ce même mode d'accouchement et que donc elle accouche d'un prématuré, c'est-à-dire d'un petit qui a vraiment un petit cerveau et dont le cerveau va essentiellement se développer après la naissance, en fait. Et ça, c'est très important parce que c'est une de nos caractéristiques à nous, encore les Homo sapiens aujourd'hui, c'est vraiment de développer le cerveau de ces enfants dans un contexte de ce fait très social et culturel, puisque ça se fait au sein du groupe dans les premières années de la vie. Alors, au fil des années, Lucie est devenue, on peut le dire, une sorte de fossile star. Jean Renaud Boisserie, je me tourne vers vous puisque vous êtes en Éthiopie. Qu'est-ce qu'elle représente, Lucie, pour les Éthiopiens ? Est-ce que c'est une fierté nationale ? Oui, sans aucun doute. Lucie, elle fait partie du patrimoine éthiopien et elle a été assez vite appropriée par les autorités éthiopiennes. Alors, certainement pour plein de raisons, mais un peu parce qu'il y avait le contexte révolutionnaire dont Raymond parlait tout à l'heure, et qu'il était intéressant de trouver assez rapidement des symboles qui pouvaient remplacer d'une certaine manière les symboles du régime impérial ou les mythes autour de l'ascendance du régime impérial. Et donc Lucie venait donner une profondeur de temps à l'Éthiopie extrêmement importante et une notion que l'humanité finalement venait d'Éthiopie. Et donc ça a été une grande fierté pour les Éthiopiens qui enseignent toujours aujourd'hui dans les manuels scolaires que Lucie fait partie des plus anciens représentants de l'humanité et qu'elle est notre ascendante directe. Voilà, et ça sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux, Jean Renaud Boisserie et Amélie Vialet. Merci pour cet éclairage passionnant.